As-tu déjà ressenti qu'une personne te dit t'aimer, mais que ses actions semblent démontrer le contraire? Que malgré ses paroles, son indifférence te fait douter de ce qu'elle ressent vraiment? C'est une sensation déchirante, une sorte de vide qui s'installe dans la poitrine lorsque tu attends une réponse, un regard, un signe, et que la seule chose que tu obtiens est le silence. Tu te demandes si c'est toi le problème, si tu as fait quelque chose de mal, si, d'une manière ou d'une autre, sans t'en rendre compte, tu as commencé à éloigner la personne que tu aimes. Mais et si je te disais que ce n'est pas toi qui échoue? Et si le véritable problème résidait dans la manière dont on t'a appris à comprendre l'amour? L'amour ne devrait pas se ressentir comme un jeu de devinettes. Il ne devrait pas te faire douter de ta propre valeur. Il ne devrait pas te faire sentir que tu dois mendier de l'attention, que tu dois t'efforcer au-delà de ce qui est raisonnable pour qu'une personne te voie ou, au moins, te fasse sentir que tu comptes. Pourtant, te voilà ici, en train d'essayer de comprendre pourquoi quelqu'un qui dit t'aimer peut en même temps agir comme si cela ne lui importait pas. Comment est-il possible que quelqu'un ait des sentiments profonds pour toi et qu'il choisisse pourtant de t'ignorer? La réponse n'est pas simple, mais elle est plus courante que tu ne le penses. Il existe des raisons psychologiques et émotionnelles derrière ce comportement. Certaines sont liées à la peur de l'engagement, à des schémas d'attachement dysfonctionnels ou à des blessures émotionnelles non guéries. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre avant de continuer. L'amour sain ne doit pas se ressentir comme une torture émotionnelle. L'amour qui en vaut la peine ne te fait pas sentir invisible. Il se peut que cette personne t'aime vraiment. Mais si son amour n'est pas assez fort pour se manifester au moment où tu en as le plus besoin, à quoi cela te sert-il? Peut-être que sa manière d'aimer est conditionnée par des blessures du passé. Peut-être qu'elle n'a jamais appris à exprimer ses émotions de manière saine. Peut-être qu'elle a peur de montrer sa vulnérabilité. Mais c'est à toi de prendre la responsabilité de ne pas porter le poids de ces traumatismes. Est-ce que ça signifie qu'aimer quelqu'un implique de tolérer son indifférence jusqu'à ce qu'un jour cette personne décide de changer? Réfléchis à cela. Que se passerait-il si, au lieu de te demander pourquoi elle t'ignore, tu te demandais pourquoi tu continues à l'accepter? Que se passerait-il si, au lieu de justifier son comportement, tu décidais d'observer à quel point il est aligné avec ce dont tu as vraiment besoin? Combien de fois plus vas-tu attendre que les choses s'améliorent tout en t'épuisant émotionnellement dans le processus? La vérité, c'est que tu ne peux pas obliger quelqu'un à te traiter bien, mais tu peux décider quel type de traitement tu es prêt à accepter. L'amour-propre n'est pas une stratégie pour amener quelqu'un à t'apprécier, c'est la clé pour arrêter d'accepter moins que ce que tu mérites. Maintenant, passons à la prochaine partie où nous explorerons ce qui se cache vraiment derrière ce type de comportement, avec Rolando et quelques-uns des psychologues les plus influents de l'histoire. Si quelqu'un t'aime vraiment, pourquoi semble-t-il s'éloigner quand tu en as le plus besoin? Pourquoi le silence devient-il sa réponse lorsque tu attends de la proximité? Tu n'imagines pas des choses. Il y a une raison psychologique profonde derrière ce comportement, et la comprendre est la première étape pour arrêter de souffrir à cause de quelqu'un qui ne sait pas t'aimer comme tu le mérites. Rolando évoque quelque chose de fondamental. L'amour ne doit pas se ressentir comme une bataille constante pour la validation. Lorsque quelqu'un t'aime véritablement, son amour se reflète dans ses actions, pas dans des excuses. Mais beaucoup de gens ont grandi avec des modèles d'attachement incertains, où l'amour était conditionné, où on leur a appris que l'affection se gagne, que la tendresse se retire comme une punition, et que la distance est une forme de contrôle. Si la personne que tu aimes agit avec indifférence, cela peut être parce que sa manière d'aimer a été façonnée par des blessures du passé. Carl Jung disait que tant que tu ne rends pas conscient ce que tu portes dans ton inconscient, cela continuera de diriger ta vie et tu l'appelleras destin. Beaucoup de gens répètent des schémas d'amour qu'ils ont vus dans leur enfance sans se rendre compte qu'ils blessent ceux qui les entourent. Il est possible que cette personne t'aime vraiment, mais que sa peur de l'engagement, son besoin de contrôle ou sa peur de la vulnérabilité le poussent à t'ignorer dans les moments clés. Sigmund Freud expliquait que souvent l'amour et la peur coexistent dans une lutte interne. Une personne peut t'aimer et en même temps craindre la profondeur de ses sentiments. Elle peut s'éloigner parce qu'elle ne sait pas comment gérer l'intensité de ce qu'elle ressent. Elle peut t'ignorer parce que, dans son esprit, l'amour est lié à la perte, à la douleur, à la possibilité d'être blessé. Mais que se passe-t-il pour toi dans tout cela? Lorsque quelqu'un t'ignore,
Il est facile de tomber dans le piège de penser que tu dois faire plus, t'efforcer davantage, prouver davantage. Mais ici, c'est là où Rolando est clair. Celui qui te veut dans sa vie fera ce qu'il faut pour te le faire savoir, non pas par des mots, mais par des actions. Ce n'est pas ton travail de convaincre quelqu'un de t'aimer de manière saine, ce n'est pas ton devoir de guérir celui qui n'est pas prêt à affronter son propre passé émotionnel. L'amour ne devrait pas se ressentir comme un examen dans lequel tu dois constamment prouver ta valeur. Si quelqu'un t'aime mais t'ignore, ce que tu dois vraiment te demander, ce n'est pas si cette personne changera, mais si tu es prêt à continuer d'attendre quelqu'un qui n'est pas émotionnellement disponible. Et, selon la théorie de l'attachement, il expliquait que les relations sécurisées se construisent sur la certitude, pas sur le doute. Si tu te demandes constamment ce que ressent l'autre, si tu vis dans l'incertitude de son amour, si tu sens que tu dois faire quelque chose d'extraordinaire pour attirer son attention, il est possible que tu sois pris dans un lien d'attachement anxieux, ce qui peut être dévastateur pour ton estime de toi. Rolando explique que souvent, nous confondons l'amour avec l'habitude de souffrir pour quelqu'un. On nous a appris que l'amour doit faire mal, que si l'on lutte suffisamment, l'autre personne changera, mais l'amour sain n'a pas besoin d'être une bataille. L'amour sain te donne la paix, pas l'anxiété. Si ce contenu résonne avec toi, je veux que tu écrives dans les commentaires une phrase puissante. Je préfère mon amour propre. Car c'est là que tout change. Lorsque tu décides que tu n'as pas besoin d'accepter des miettes émotionnelles, lorsque tu te rends compte que l'amour ne devrait pas te faire sentir seul, lorsque tu choisis de mettre des limites à ce que tu ne veux plus tolérer. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu continues à attendre quelque chose de quelqu'un qui ne peut ou ne veut pas te le donner? Pourquoi justifies-tu son silence, sa distance, sa froideur, avec des excuses que tu te répètes à toi-même? Peut-être est-ce de la peur. Peur d'accepter qu'une personne que tu dis aimer n'est pas la bonne pour toi. Peur de lâcher ce que tu veux tellement qu'il fonctionne. Mais à quoi bon s'accrocher à quelqu'un qui ne s'accroche pas à toi? Rolando le dit de manière décisive. L'amour propre n'est pas une stratégie pour attirer les autres. C'est la seule manière de t'assurer que toi-même tu cesses d'accepter ce qui ne te fait pas de bien. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent, restant coincés dans une dynamique où ils ont l'impression qu'ils doivent prouver leur valeur, prouver qu'ils méritent l'amour, alors qu'en réalité, l'amour n'est pas quelque chose que l'on prouve, mais que l'on ressent et exprime avec l'autre. Carl Jung nous a laissé un enseignement profond. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde en soi s'éveille. Et cela s'applique à l'amour. Si tu continues à chercher à l'extérieur la validation que seul toi peux te donner, tu continueras à être coincé dans des relations qui te consomment au lieu de te nourrir. Tu continueras à attendre des réponses de quelqu'un qui ne sait donner que des silences. Alors dis-moi, combien de fois encore vas-tu justifier son absence? Combien de fois encore vas-tu t'illusionner en te disant que c'est sa manière d'aimer, quand au fond tu sais que l'amour ne se ressent pas ainsi? Combien de fois plus vas-tu te contenter de l'incertitude, du doute, de la sensation que tu mendies des miettes émotionnelles de quelqu'un qui devrait être là sans que tu aies besoin de le demander? Sigmund Freud parlait du principe du plaisir et de la réalité. Le désir nous pousse à vouloir être avec quelqu'un, mais la réalité nous montre ce qui se passe réellement. Souvent, notre besoin émotionnel nous pousse à distordre l'évidence. Nous nous accrochons à ce que nous voulons que cela soit, plutôt qu'à accepter ce que cela est vraiment. Et c'est ici que commence la guérison, dans la capacité à voir les choses telles qu'elles sont. Rolando explique que l'amour véritable n'est pas quelque chose que tu dois demander. Quand quelqu'un t'aime, cela se voit. Quand cela ne se voit pas, cela se remarque encore plus. Mais souvent, tu te retrouves piégé dans une relation où tu justifies l'injustifiable, où tu attends quelque chose qui ne vient jamais, où son amour semble un mirage, apparaissant lorsqu'il sent que tu t'éloignes et disparaissant lorsqu'il pense t'avoir en sécurité. Et selon sa théorie de l'attachement, il nous a montré que les personnes avec un attachement anxieux ont tendance à justifier l'indifférence de leur partenaire comme un acte d'amour. S'il m'ignore, peut-être qu'il a besoin d'espace. S'il ne me répond pas, peut-être qu'il est occupé. S'il me traite froidement, peut-être qu'il a peur de ses sentiments. Et ainsi, une fois encore, tu te mens à toi-même pour ne pas accepter la vérité. Mais dis-moi, combien de temps encore vas-tu t'illusionner?
Combien de temps encore vas-tu investir ton énergie en quelqu'un qui ne sait pas t'aimer comme tu le mérites? Combien de fois vas-tu permettre que son indifférence érode ton estime de toi? Parce qu'en réalité, même si tu ne le remarques pas, chaque fois qu'il t'a ignoré et que tu l'as accepté, chaque fois que sa froideur est devenue la norme et non l'exception, tu t'es enseigné à toi-même que c'était normal de recevoir moins que ce que tu mérites. Rolando nous dit quelque chose de clé. Les personnes apprennent à te traiter selon ce que tu leur permets. Si tu permets l'indifférence, elle devient une habitude. Si tu normalises l'absence, elle devient un schéma. Mais si tu décides de poser des limites, si tu choisis de ne pas être là pour quelqu'un qui ne l'est pas pour toi, c'est là que tout change. Mais changer n'est pas facile, car cela implique de lâcher prise. Cela implique d'accepter que peu importe l'amour que tu ressens, si l'autre personne n'est pas prête à le recevoir et à le rendre de manière saine, alors cela n'a aucun sens de continuer à se dépenser. Aimer ne devrait pas faire mal. Aimer ne devrait pas se ressentir comme une attente interminable. Et ici, je te pose une question. Es-tu prêt à lâcher ce qui te fait souffrir? Es-tu prêt à arrêter de justifier ce qui n'a aucune justification? Es-tu prêt à te regarder dans le miroir et à décider que tu mérites plus que l'incertitude? Parce que, si tu l'es, je veux que tu écrives dans les commentaires « Mon amour-propre n'est pas à vendre ». Carl Rogers, l'un des plus grands psychologues humanistes, affirmait que le respect de soi est le premier pas pour être aimé véritablement. Et le respect de toi commence quand tu décides de ne plus investir ton amour dans quelqu'un qui ne sait pas le recevoir. Cela commence quand tu réalises que tu ne peux pas forcer quelqu'un à te traiter bien, mais que tu peux choisir de t'éloigner de celui qui ne le fait pas. Rolando soutient que l'amour véritable est simple. Celui qui veut être dans ta vie le montre non pas avec des promesses vides, mais avec des actions concrètes. Si quelqu'un t'aime mais t'ignore, demande-toi si c'est vraiment de l'amour qu'il offre, ou si ce n'est qu'un lien déguisé en peur, en insécurité ou en confort. Parce qu'il y a quelque chose que personne ne veut admettre. L'amour ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est l'absence d'amour. Et bien souvent, ce que nous appelons amour n'est qu'un attachement dysfonctionnel, une lutte interne pour se sentir valorisé, un besoin de validation que nous traînons depuis notre enfance. Mais dis-moi, que se passerait-il si au lieu d'attendre que quelqu'un change, c'était toi qui changeais? Que se passerait-il si aujourd'hui tu décidais que tu n'as pas besoin de mendier de l'affection? Que se passerait-il si, au lieu d'attendre que quelqu'un te voie, c'était toi qui te regardais avec les yeux de l'amour-propre? C'est ton moment. Il n'y a rien de plus précieux que ta paix. Il n'y a aucun amour dans le monde qui en vaille la peine si cela te coûte ta tranquillité. Parce que l'amour dont tu as vraiment besoin n'est pas celui qui te maintient dans l'incertitude, c'est celui qui te remplit de certitude. Et cet amour commence par toi. Platon disait que l'amour est une grave maladie mentale, et bien que cette phrase puisse sembler extrême, il y a une part de vérité. Quand nous sommes prisonniers d'un amour déséquilibré, notre jugement se trouble, notre esprit trouve 1000 raisons de continuer à s'accrocher, même lorsque le cœur souffre. Et là, tu dois te poser la question la plus importante. Veux-tu continuer à tenir ce qui est en train de te détruire? Rolando nous rappelle quelque chose de fondamental. L'amour ne se prouve pas par la souffrance, mais par la paix. Si l'amour que tu ressens pour quelqu'un ne te laisse que de l'incertitude, de l'angoisse et des nuits sans sommeil, en attendant une réponse qui n'arrive pas, alors ce n'est pas de l'amour, c'est une blessure ouverte déguisée en amour. Dis-moi, pourquoi continues-tu à attendre? Pourquoi continues-tu à donner tant à quelqu'un qui ne semble même pas le remarquer? Pourquoi crois-tu que tu dois convaincre quelqu'un de rester, de t'aimer, de te valoriser? Voici la réalité la plus crue. Si tu dois convaincre quelqu'un de t'aimer, alors tu as déjà perdu. Carl Jung affirmait que tout ce qui nous irrite chez les autres nous mène à une compréhension plus profonde de nous-mêmes, et peut-être que l'indifférence que tu reçois est le reflet de quelque chose de plus profond en toi, quelque chose que tu dois guérir. Peut-être que la raison pour laquelle tu continues à attendre, c'est que, au fond, tu n'as pas encore appris à te donner à toi-même l'amour que tu demandes aux autres. Rolando le dit sans détour. Tu n'es pas responsable de la manière dont quelqu'un choisit de te traiter, mais tu es responsable de ce que tu décides de tolérer. Et c'est un point clé, car souvent, on confond patience avec résignation, engagement avec tolérance à la maltraitance émotionnelle,
amour avec codépendance. Mais dis-moi, que penses-tu qu'il se passera si tu continues à attendre? Crois-tu qu'un jour, cette personne se réveillera et se rendra compte que tu es la personne la plus précieuse de sa vie? Crois-tu qu'un jour, elle changera et te demandera pardon pour tout le temps qu'elle t'a fait te sentir invisible? La vérité, c'est que le changement ne se produit pas par magie. Le changement se produit seulement lorsque quelqu'un désire vraiment le faire. Un philosophe explique que l'attachement insécurisé nous pousse à chercher constamment la validation extérieure, à avoir besoin de signes pour savoir que nous sommes importants, à accepter des miettes d'amour parce qu'on a peur de rester seul. Mais quelle sorte de vie est-ce, où ton bonheur dépend de la quantité d'attention que quelqu'un décide de te donner? Rolando nous met au défi de changer le récit. Au lieu de te demander pourquoi cette personne t'ignore, demande-toi pourquoi tu continues à le permettre. Et là, tout change, car le problème n'est pas que quelqu'un t'ignore, le problème est que tu as appris à normaliser cela, à justifier, à accepter cela comme faisant partie du jeu de l'amour. Sigmund Freud parlait du désir réprimé, de la façon dont souvent nous nous refusons à accepter des vérités douloureuses, car les affronter signifierait prendre des décisions difficiles. Oui, accepter que quelqu'un ne t'aime pas comme tu en as besoin est difficile. Accepter d'avoir perdu tant de temps en attendant quelque chose qui ne viendra jamais est douloureux. Mais qu'est-ce qui est pire? La douleur de lâcher prise ou la douleur de rester prisonnier d'une attente interminable? Rolando dit que l'amour ne se trouve pas auprès de celui qui ne sait pas le préserver, mais auprès de celui qui choisit de t'aimer chaque jour sans que tu aies à le demander. Et si aujourd'hui tu te sens fatigué, frustré, épuisé de courir après quelqu'un qui ne répond pas? Peut-être est-il temps d'arrêter de courir. Réfléchis à cela. Que se passerait-il si aujourd'hui tu décidais de ne plus attendre? Que se passerait-il si au lieu de te demander pourquoi il ou elle ne te répond pas, tu commençais à te demander pourquoi tu continues à lui donner le pouvoir de t'affecter? Carl Rogers, pionnier de la thérapie centrée sur la personne, affirmait que les relations saines n'ont pas besoin de preuves constantes pour valider leur existence. Si quelqu'un t'ignore, ce n'est pas à toi de le poursuivre. Si quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas à toi de le ramener. Car l'amour véritable ne se force pas, ne se mendie pas, ne se supplie pas. Rolando nous laisse avec une réflexion puissante. Celui qui veut vraiment être dans ta vie reste sans que tu aies à le convaincre. Et c'est là que se trouve la clé. Car l'amour ne devrait pas se ressentir comme une bataille constante pour être vu, entendu, choisi. Dis-moi, es-tu prêt à continuer à attendre quelqu'un qui ne sait pas te valoriser? Ou est-il temps de te choisir toi-même? Si ce message a résonné en toi, je veux que tu l'écrives dans les commentaires. Je préfère mon amour propre. Que cette phrase soit ta déclaration, ton cri d'indépendance émotionnelle, ton premier pas pour ne plus accepter moins que ce que tu mérites. Maintenant, je veux que tu prennes du papier et un crayon. Dans la prochaine partie, je vais te guider à travers 3 exercices psychologiques qui t'aideront à lâcher prise, guérir et récupérer ton pouvoir. Ne les manque pas, c'est le moment de faire quelque chose de différent. As-tu lu, réfléchi, affronté des vérités que tu avais peut-être ignorées pendant longtemps? Mais la vraie transformation ne se produit pas seulement dans l'esprit, elle se produit dans l'action. Aujourd'hui, nous allons faire 3 exercices psychologiques qui t'aideront à traiter ce que tu ressens, à lâcher ce qui te fait mal et à récupérer ton pouvoir émotionnel. Il ne suffit pas de comprendre pourquoi quelqu'un t'ignore. Il ne suffit pas de reconnaître que tu étais piégé dans une relation déséquilibrée. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. Parce que comprendre le problème n'est que le premier pas. Le deuxième, et le plus important, c'est de prendre des décisions qui vont réellement changer ta vie. Avant de commencer, je veux que tu prennes papier et crayon. Ces exercices ne sont pas juste pour être lus, ils sont pour être écrits, pour réfléchir, pour libérer ce que tu portes à l'intérieur. Peu importe si tu n'as jamais fait cela auparavant. Ce qui est important, c'est que tu te permettes de vivre le processus. Exercice 1. La lettre de clôture que tu n'as jamais reçue. Je veux que tu penses à cette personne que tu aimes, mais qui t'ignore. Cette personne qui t'a fait te sentir invisible, qui a joué avec ta paix émotionnelle, qui t'a laissé attendre des réponses qui ne sont jamais venues. Maintenant, imagine que tu as l'opportunité de recevoir une lettre de cette personne. Mais pas n'importe quelle lettre. Cette lettre dans laquelle, enfin,
Elle te dit tout ce que tu avais besoin d'entendre. Celle dans laquelle elle explique ses raisons, reconnaît ses erreurs et admet ce qu'elle t'a fait ressentir. Je veux que tu prennes du papier et que tu écrives cette lettre, mais en son nom. Écris ce que tu aurais aimé qu'elle te dise. Laisse-toi aller. Écris avec honnêteté. Laisse sortir toutes ces paroles que tu attendais. Quand tu auras terminé, je veux que tu lises cette lettre à haute voix. Et ensuite, je veux que tu la déchires. Pourquoi la déchirer? Parce que cette lettre n'est pas à garder. Elle est là pour clore un cycle, pour lâcher la nécessité d'attendre. Quelque chose qui n'arrivera jamais, car la vérité c'est que tu n'as pas besoin de ces explications pour aller de l'avant. Tu as juste besoin de décider que c'est suffisant. Exercice 2. La liste de tout ce que tu as donné. Cet exercice est douloureux, mais nécessaire. Je veux que tu fasses une liste de tout ce que tu as donné dans cette relation. Pas seulement les choses matérielles, mais ton énergie, ton amour, ta patience, ton temps. Écris combien de fois tu as été disponible pour cette personne, combien de fois tu as justifié son indifférence, combien de fois tu as cessé de faire quelque chose pour toi, pour lui, elle accordait la priorité, combien de fois tu as sacrifié ta paix émotionnelle en attendant quelque chose de lui, elle. Fais la liste sans filtre, regarde-la bien, lis-la et demande-toi, cela en valait-il la peine? Ai-je reçu la même chose en retour? Quand tu auras terminé, je veux que tu écrives en gros à la fin de la feuille. Je ne regrette pas d'avoir aimé, mais je regrette de m'être oublié moi-même. Ensuite, prends cette liste et donne-lui une date. Ce sera le jour où tu décides que tu ne donneras plus que ce que tu reçois. Exercice 3. Écris la lettre que tu ne t'es jamais écrite. Maintenant, je veux que tu t'écrives une lettre, mais cette fois pour toi. Une lettre d'amour, de soutien, de force. Écris avec ton cœur. Parle-toi comme si tu étais ton meilleur ami, comme si tu donnais des conseils à quelqu'un que tu aimes. Dis à cette version de toi qui a souffert, qui a attendu, qui a pleuré en silence, qu'il est temps de guérir. Dis-lui qu'elle mérite d'être aimée pour de vrai, qu'elle ne doit pas se contenter de quelqu'un qui l'ignore. Dis-lui que l'amour-propre est le seul amour qui ne la trahira jamais. Quand tu auras terminé, garde cette lettre. Lis-la chaque fois que tu sentiras que tu faiblis, chaque fois que tu auras la tentation de revenir vers quelqu'un qui ne sait pas t'apprécier, le pouvoir de lâcher prise et de se retrouver soi-même. Je sais que ces exercices ne sont pas faciles. Je sais que affronter la réalité peut faire mal, mais souviens-toi de ceci, la douleur de lâcher prise dure moins que la douleur de rester au même endroit. Rolando dit quelque chose de puissant. L'amour le plus important n'est pas celui que tu reçois, mais celui que tu choisis de te donner à toi-même. Et c'est le moment de commencer à te donner cet amour. Maintenant, dis-moi, es-tu prêt à fermer ce cycle? Si ce message a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Je préfère mon amour propre ». Que cette phrase soit ta déclaration d'indépendance émotionnelle. Passons à la prochaine partie. Je vais te raconter une histoire réelle, située en Amérique latine, de quelqu'un qui a vécu exactement ce que tu as vécu. Une histoire qui te fera voir les choses sous un autre angle. Ne la manque pas. À Medellín, où les montagnes entourent la ville et où les nuits sont illuminées de néons, reflétées sur le bitume mouillé, Camila vivait entre deux réalités. Celle qu'elle montrait au monde et celle qu'elle cachait à l'intérieur. Devant les autres, elle était forte, sûre d'elle. Celle qui avait toujours une réponse intelligente et un rire contagieux. Mais dans son intimité, il y avait des nuits où elle se serrait dans ses bras en silence, se demandant si quelqu'un l'aimerait vraiment un jour. Diego arriva dans sa vie un après-midi de pluie. Le trafic était impossible et le ciel déversait sa pluie sans pitié sur les rues escarpées du quartier. Elle attendait un taxi, essayant de se protéger sous la corniche d'un café quand il s'approcha. « On partage ?» Swing lui demanda-t-il avec un sourire en coin. Camila hésita un instant, mais quelque chose dans son ton décontracté la fit accepter. Ils montèrent dans le taxi et pendant les 15 minutes du trajet, il réussit à la faire rire 2 fois et à la surprendre avec une histoire sur son voyage en Patagonie. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, il lui demanda son numéro avec la même confiance que quelqu'un qui demande un café le matin, et elle, sans trop y penser, lui donna. Les jours suivants étaient comme un film bien écrit. Messages inattendus, appels à l'aube, longues conversations sur la vie, les rêves
les cicatrices invisibles qu'ils portaient tous les deux. Diego avait cette façon de la faire se sentir spéciale, de lui dire exactement ce dont elle avait besoin d'entendre. Les premiers mois furent parfaits. Promenades sur la Plaza Botero, dîners dans de petits restaurants cachés, des nuits entières à discuter par WhatsApp jusqu'à ce que le soleil passe par la fenêtre. Camila avait l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui la voyait, qui la choisissait, qui l'aimait. Mais peu à peu, sans avertissement, l'histoire changea. Diego commença à espacer les messages, à tarder à répondre, à donner des excuses vagues sur le travail, la fatigue, une vie trop occupée. Camila tenta de le comprendre, d'être patiente, de ne pas trop exiger, mais l'attente devient un abîme. Les réponses prenaient des heures, parfois des jours. Les appels disparurent. Il était toujours là, mais d'une manière distante, intermittente, comme si l'idée d'elle lui plaisait plus que la réalité de l'avoir près de lui. Et pourtant, chaque fois qu'elle essayait de s'éloigner, il revenait avec plus d'intensité que jamais. Message soudain. « Tu me manques. Photo de souvenirs ensemble. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Des mots qui la faisaient douter de ce que son intuition lui criait. Ce n'est pas de l'amour. Camila parlait de la situation avec son amie Valeria. « S'il t'aime, pourquoi t'ignore-t-il » Zrenia lui demanda Valeria un après-midi dans un café à Laureles. « S'il se soucie de toi, pourquoi dois-tu te convaincre toi-même qu'il s'en soucie ?» Cette question la laissa sans voix. Elle ne l'avait jamais envisagée sous cet angle. Elle avait passé des mois à chercher des excuses pour lui, qu'il était occupé, qu'il avait des problèmes personnels, qu'il avait besoin d'espace. Mais, et elle? Cette nuit-là, lorsqu'elle arriva chez elle, elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle ouvrit son WhatsApp et lut toute la conversation avec Diego. Mois après mois, des messages longs de sa part et des réponses courtes de lui, des tentatives pour organiser quelque chose ensemble et des excuses vagues, sans fondement, des silences douloureux. Elle sentit un nœud dans la gorge. C'était la première fois qu'elle voyait la relation de l'extérieur, et elle n'aimait pas ce qu'elle voyait. Les jours passèrent, et Camila essaya de s'éloigner, mais comme si Diego pouvait sentir son changement d'énergie, il revint. Cette fois avec un « je ne veux pas te perdre ». Et là, elle était de nouveau piégée dans ce cercle vicieux. Quand elle était proche, il s'éloignait. Quand elle s'éloignait, il revenait. Camila était prisonnière d'une histoire où l'amour semblait plus un mirage qu'une réalité. Et puis, quelque chose arriva qui allait tout changer. Une nuit, après une semaine sans nouvelles de Diego, elle sortit avec Valeria dans un bar de la 70e. Elle riait, buvait une bière quand elle le vit. Diego était là, avec une autre femme. Camila sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas des jalousies, c'était le poids de la réalité qui la frappait en plein visage. Valeria la regarda, attendant de voir ce qu'elle ferait, mais Camila ne dit rien. Elle ne s'approcha pas, ne l'affronta pas, ne lui écrivit pas. Elle resta là, à regarder comment l'histoire qu'elle avait construite dans son esprit s'effondrait sous ses yeux. Et ce soir-là, elle sut qu'il n'y avait plus de retour possible. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Camila ouvrit la conversation avec Diego. Elle la regarda une dernière fois et sans trop réfléchir, le bloqua. Elle resta là, à regarder l'écran, attendant de ressentir de la tristesse, de la colère, quelque chose, mais elle ne ressentit que du soulagement. Car, pour la première fois depuis des mois, elle avait choisi sa paix avant l'incertitude. Et ce fut le premier pas vers sa liberté. Maintenant, dis-moi, combien de fois encore vas-tu justifier quelqu'un qui t'ignore? Combien de fois vas-tu t'accrocher à un amour qui n'existe que lorsque l'autre décide de s'en souvenir? La véritable histoire d'amour qui compte est celle que tu commences à écrire avec toi-même maintenant. Passons à la deuxième partie de cette histoire, où nous verrons comment Camila a reconstruit sa vie après avoir lâché ce qui n'a jamais été sien. Ne la manque pas. La nuit où Camila a bloqué Diego, elle a ressenti qu'une partie d'elle se brisait, mais en même temps, quelque chose de nouveau naissait. C'était la première fois qu'elle ne tentait pas de justifier ses actions, qu'elle n'attendait pas de réponse, qu'elle ne restait pas dans le limbe émotionnel qu'il lui offrait. Elle s'est allongée en regardant le plafond de sa chambre, sentant la calme mêlée à un étrange vide. L'absence de Diego n'était plus quelque chose qui faisait mal,
mais quelque chose qui commençait à la libérer. Les jours suivants furent bizarres. Elle se surprenait elle-même en cherchant son nom dans le téléphone, voulant lui écrire. Mais chaque fois que son doigt se rapprochait du bouton de déverrouillage, elle se rappelait l'image de lui dans le bar avec une autre femme. « C'est toi qui as imaginé un amour qui n'a jamais existé », cette phrase se répétait dans sa tête. Ce n'était pas que Diego lui ait failli, mais qu'elle-même avait ignoré tous les signes que la vie lui avait montrés. Mais guérir n'est pas un processus instantané. Il y eut des jours où elle se sentait forte, et d'autres où la nostalgie la frappait violemment. Il y eut des nuits où elle rêvait de lui, de ses mots, de son sourire en coin, et il y eut des matins où elle se réveillait avec l'envie de le chercher. Mais chaque fois qu'elle le faisait, elle se répétait « Si tu retournes vers lui, tu te fais encore du mal ». Peu à peu, elle a repris sa routine. Elle est retournée à la salle de sport, a retrouvé son amour pour la lecture, quelque chose qu'elle avait mis de côté en essayant de s'intégrer dans la vie de Diego. Valeria a été un pilier dans son processus. Elle lui rappelait tous les jours qu'elle prenait la bonne décision, que l'amour-propre ne se construit pas avec de belles paroles, mais avec des actions solides. Un jour, pendant qu'elle prenait un café, Valeria lui demanda « Si tu pouvais revenir en arrière, que dirais-tu à la Camila d'il y a 6 mois ?» Camila soupira, réfléchit un instant puis sourit tristement. « Je lui dirais d'arrêter d'attendre que quelqu'un l'aime comme elle le mérite, que ceux qui veulent être là sont là, et ceux qui ne le veulent pas simplement ne le sont pas. » Et à ce moment-là, elle comprit que cette réponse n'était pas seulement pour la Camila du passé, mais pour elle, maintenant. Les mois passèrent, et quelque chose de merveilleux commença à se produire. Camila arrêta de penser à Diego. Elle ne comptait plus les jours sans lui parler. Elle ne cherchait plus son visage dans chaque bar. Un après-midi, alors qu'elle marchait sur l'avenue 70, elle sentit le soleil sur son visage et l'air frais sur sa peau. Et elle se rendit compte que, pour la première fois depuis longtemps, elle était heureuse. Pas parce que quelqu'un l'aimait, pas parce que quelqu'un lui envoyait des messages de bonjour, mais parce qu'après tout, elle avait appris à s'aimer elle-même. Un jour, sans s'y attendre, Diego réapparut. Un message sur Instagram. « Salut, comment ça va ? Je t'ai beaucoup pensé. » Camila regarda l'écran. Un instant, elle ressentit une douleur dans la poitrine, mais cette fois, ce n'était pas de la douleur, c'était de la clarté. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à chercher. Alors, sans drame, sans rancune, sans tristesse, elle laissa simplement le message en vue, et à ce moment-là, elle sut qu'elle avait gagné, car la véritable fermeture ne vient pas de l'autre personne. C'est toi qui la donnes lorsque tu décides que tu n'as plus besoin de réponse. Maintenant, dis-moi, combien de fois encore vas-tu donner de l'espace à quelqu'un qui n'apparaît que lorsqu'il en a besoin? Si cette histoire a résonné en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Mon amour propre n'est pas en vente ». Que ce soit ta déclaration, ta promesse, ton rappel que tu n'as pas besoin d'attendre quelqu'un pour être heureux. Passons à la dernière partie, où nous analyserons comment Camila a appliqué les conseils dont nous avons parlé et comment toi aussi tu peux le faire. Ne le manque pas. L'histoire de Camila est plus courante que tu ne le penses. Tous, à un moment ou à un autre de nos vies, nous avons été à sa place. Nous accrochons à quelqu'un qui ne nous donne que des miettes, attendant des signes d'amour là où il n'y a que de l'indifférence, justifiant des absences par des excuses que nous inventons pour ne pas affronter la vérité. Mais qu'est-ce que Camila a fait pour sortir de ce cycle? Comment est-elle passée de l'incertitude émotionnelle à se sentir libre, forte et sûre d'elle? Voici son processus étape par étape. 1. Elle a vu la réalité telle qu'elle était, pas comme elle voulait qu'elle soit. L'un des moments les plus puissants dans l'histoire de Camila fut lorsqu'elle s'assit pour lire sa conversation avec Diego et vit la différence dans l'effort de chacun. Là, elle comprit que ce qu'il lui offrait n'était pas de l'amour mais de la commodité. C'est ici que nous appliquons l'enseignement de Caron. Tant que tu ne rendras pas conscient ce que tu portes dans ton inconscient, il continuera à diriger ta vie et tu l'appelleras destin. Combien de fois t'es-tu raconté l'histoire selon laquelle quelqu'un t'aime quand ses actions disent le contraire? Le premier pas pour guérir est de voir la vérité avec clarté, sans excuse, sans justification, parce que ce n'est que lorsque tu acceptes la réalité que tu peux la changer. 2.
Elle a choisi sa paix avant l'incertitude. Quand Camila a bloqué Diego, ce ne fut pas un acte impulsif, mais une décision d'amour-propre. Rolando dit quelque chose de clé. La paix ne se trouve pas chez quelqu'un qui va et vient, mais dans la certitude de savoir que tu mérites plus. Chaque fois que tu laisses quelqu'un entrer et sortir de ta vie à sa guise, tu renforces l'idée que ta valeur dépend de sa présence. Mais Camila a décidé quelque chose de différent. Si tu ne peux pas être constamment dans ma vie, mieux vaut que tu n'y sois pas du tout. Et dis-moi, combien de fois vas-tu encore permettre à quelqu'un de te mettre en pause? 3. Elle a récupéré tout ce qu'elle avait perdu. Camila avait mis de côté beaucoup de choses pour Diego, ses loisirs, son énergie, sa joie. Mais après l'avoir laissé derrière, elle est revenue à ce qui lui faisait du bien. Et voici un enseignement clé. L'amour propre n'est pas seulement de lâcher quelqu'un, c'est remplir ce vide avec des choses qui te font grandir. Rolando l'explique ainsi. Quand tu te concentres sur toi, sur tes passions et sur ta croissance, tu n'as plus besoin de validation extérieure. Combien de fois as-tu sacrifié ta propre vie pour quelqu'un qui ne t'apporte rien en retour? La meilleure façon de guérir est d'investir en toi-même, car lorsque ta vie est remplie de choses que tu aimes, tu n'as besoin de personne pour la compléter. 4. Elle n'a pas cherché de fermeture, elle s'est donné cette fermeture elle-même. Lorsque Diego est revenu, Camila n'avait plus besoin de réponse. Freud expliquait que l'attachement nous fait chercher des explications même lorsque nous connaissons déjà la vérité. Mais Camila a compris quelque chose de puissant. La véritable fermeture ne vient pas de l'autre personne, c'est toi qui la donnes lorsque tu décides que tu n'as plus besoin de rien d'eux. Et dis-moi, combien de fois vas-tu encore attendre un message, des excuses, une explication? Peut-être qu'il est temps que tu te donnes toi-même la paix que tu attends de quelqu'un d'autre. 5. Elle a appris à aimer sans s'accrocher. L'histoire de Camila n'est pas une histoire de haine ni de rancune. Elle n'a pas eu besoin de se venger de Diego ni de lui prouver qu'elle était mieux sans lui. Elle s'est simplement éloignée car elle a compris que l'amour n'est pas quelque chose qu'on doit mendier. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, disait « Les relations sécurisées ne génèrent pas d'anxiété. Si cela génère du doute, cela génère du mal. » Et dis-moi, que se passerait-il si, au lieu d'attendre que quelqu'un te choisisse, c'était toi qui te choisissais d'abord? L'amour-propre est le seul amour qui ne faillit jamais. La plus grande leçon de cette histoire est que l'amour véritable n'est pas celui qui fait mal, c'est celui qui apporte la paix. Si quelqu'un t'aime, il reste. Si quelqu'un t'apprécie, il le montre. Et si quelqu'un t'ignore, son indifférence est déjà une réponse. Maintenant, dis-moi, combien de temps vas-tu encore attendre pour te choisir toi-même? Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.